Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Bonjour mesdames et messieurs, mes téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de cette émission Rencontre échange, décryptage de l'actualité de la semaine. Le Togo vit une période sensible de son histoire et nous sommes appelés à voter le 29 avril prochain pour un double scrutin législatif et régional. Et la campagne électorale bat son plein, bientôt la deuxième semaine, la vitesse de croisière vers ces élections. Tous les partis presque sont en liste pour ce scrutin, pas de boycott comme en 2018. L'ambiance s'annonce très gaie sur le terrain avec les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, qui sont sur le terrain, pour parler de ce scrutin ainsi que de la situation créée par la tentative de réécriture de la nouvelle constitution, d'une nouvelle réforme. Le Togo qui va migrer du régime semi-présidentiel au régime parlementaire. Nous sommes sur ce plateau entre confrères pour discuter de ces deux sujets majeurs, le temps de porter le regard de nos rédactions sur l'actualité telle qu'elle se passe ces derniers jours. Et pour en parler, à ma droite, Dr Francisco Napo Koura, vous êtes directeur de publication du journal Tampa Express. Merci de cette invitation. Merci, monsieur le confrère Gérald. Merci pour l'invitation, parce que c'est un réel plaisir. C'est ma première fois même de mettre pied dans ce somptueux studio de la TDS. On est flatté, hein? Ah non, mais c'est beau, il faut le dire. C'est cela. Vous avez accepté d'échanger avec votre confrère Ildefonso Akpaki. Il est directeur promoteur d'une chaîne en ligne, hein, la Gazette du Togo. Voilà. Ildefonso, merci d'être associé à ces échanges. C'est un plaisir pour moi. C'est la première fois d'échanger avec vous et avec le confrère. Tout à fait. Merci. Mais on va parler d'abord de nous-mêmes, hein, de nos organes de presse. Hein, comment ça se passe? Une chaîne en ligne. Je vais commencer à tout hasard par vous, hein, Ildefonso. Oui, mais je crois que moi, j'ai toujours dit que c'est une grâce de Dieu, hein, parce que je dirigeais une chaîne qui n'était pas moi et qui était pour quelqu'un d'autre qui vivait à l'étranger. Quand subitement l'idée m'est venue, avec les expériences que j'ai eues antérieurement en dirigeant pour quelqu'un, et bizarrement aujourd'hui je me retrouve avec la Gazette du Togo, avec un nombre d'abonnés qui atteint 70 000. 71 000 oui, pratiquement. J'en ai vu, oui, pratiquement. La tâche n'est pas facile parce que il faut aller dans tous les coins et recoins. Et comment ça tombe les informations? Parce que vous publiez constamment les dernières parutions, les dernières publications. Vous savez que ce que j'ai fait en tant que directeur de publication et puis promoteur, c'est de prendre langue avec certains responsables qui ont des chaînes de radio, de télé, avec qui j'ai échangé. Et entre nous, il y a un certain nombre de partenariats qui me permettent d'avoir un certain nombre d'émissions que je mets en ligne. Et sur le terrain, moi, je ne suis pas fait pour le bureau. Je suis moi, personnellement sur le terrain. Quand une information tombe, je suis avec mes reporters sur le terrain. Et grâce au digital qui évolue, quand l'information tombe, il faut vérifier. Et quand vous vérifiez que ça donne l'envie d'aller vers X ou Y, il faut le faire pour être à l'abri des sanctions. Donc voilà comment nous avons évolué avec nos maigres moyens et on arrive à surmonter. C'est ça. Oui, Dr Francisco, alors chez vous, à la Tampa Express, comment ça se passe? Oui, tout comme il a dit, hein, avec nos... C'est un bimensuel, c'est ça, non? Oui, c'est un bimensuel d'information. Avec nos maigres moyens, on arrive à survivre. C'est pas évident, hein, la presse, surtout la presse écrite, encore au Togo, à l'heure où les gens ne lisent plus, hein, en tant que tel. Donc, ça ne s'achète pas. Normalement, c'est sur les annonceurs aussi qu'on pouvait compter. Mais là aussi, c'est des soucis parce que il y a des fois où on arrive à accrocher certains annonceurs, mais
ils sont coincés un peu par peut-être notre ligne éditoriale qui veut être libre. Donc on assume. L'espoir est permis parce que il y a beaucoup de choses à l'avenir que nous allons faire. Tampa bientôt va avoir ça au Web TV. Et puis d'autres choses, on a déjà implémenté un site web, c'est-à-dire qui reprend nos productions papier et puis les articles. Et donc on s'achemine vers la vente en ligne. Et donc ça va aller. C'est ça. De toute façon, la presse a beaucoup évolué au Togo, n'est-ce pas? De la presse de combat qui était dans ces années 90 au lancement du procès démocratique à aujourd'hui, il y a des pas qui ont été faits. Il y a des pas qui ont été faits parce qu'il y a aussi la formation qui s'est ajoutée et puis les Togolais se battent. Et quand les Togolais se battent dans tous les domaines et des jeunes arrive, bien sûr que ce n'est pas tout à fait évident parce que aujourd'hui, quand vous prenez pratiquement toutes les écoles de formation, que ce soit à l'UL ou bien à l'université de Kara, même dans les privés, vous avez à peine le quart, n'est-ce pas, des étudiants qui vont vers le journalisme. Aujourd'hui, tout le monde pratiquement est dans la communication des organisations, comment vous l'appelez, la communication digitale. Voilà, maintenant la presse papier, non, certains vont vers la radio, d'accord, parce que les étudiants nous le disent que les journalistes sont pauvres. D'accord, au Togo, les journalistes sont pauvres et puis on n'hésite pas, n'est-ce pas, à poursuivre les journalistes togolais pour juste une réflexion. Vous allez voir, même les éditos, vous êtes encore un des rares à faire les éditos, vous savez ce que c'est. Donc, l'éditorialisme, même en journalisme parlé, est en train de disparaître. En presse écrite, c'est encore grave, alors que c'est des métiers. C'est totalement des métiers, des spécialités qu'on devrait, n'est-ce pas, encourager. Et donc, avec tous ces procès contre les journalistes au Togo, il y a plus d'une dizaine qui sont poursuivis, n'est-ce pas? Même Tampa Express est présentement, le 8 prochain va répondre encore au tribunal pour l'affaire opposant Tampa Express et le milliardaire Charles Gaffan. Et donc voilà l'atmosphère. Et puis bon, beaucoup ont peur, n'est-ce pas, d'aller vers le journalisme d'investigation. Et donc c'est la communication, c'est plutôt parfois des journalistes partisans. Et on se demande où va le métier. Voilà. C'est ça. Très bien. Alors on termine là-dessus très rapidement. Je voudrais ajouter, si vous dites que le journalisme a évolué au Togo, peut-être au niveau du digital, parce que le confrère de Tampa a fait mention tout à l'heure d'un certain nombre de dysfonctionnements par rapport à tout ce que les journalistes rencontrent comme difficulté dans l'exercice de leur profession. Aujourd'hui, on peut relever qu'il y a un grand frère qui est en prison. Pourquoi? À cause d'un délit de presse, doit-on dire? Moi, je ne sais pas trop. Mais ce que je reconnais et que je remarque au sein de la corporation, c'est qu'il y a aussi un recul. Ayons le courage de le dire, parce que si on poursuit aujourd'hui des journalistes pour des délits de presse et on les envoie en prison, ça n'a pas été le cas il y a quelques années. Parce que dépénalisé. La presse a été dépénalisée, mais aujourd'hui, les journalistes se retrouvent en prison. Il y a quelques semaines, il y a 2 confrères qui sortaient de la prison. Et bizarrement, à la suite, il y a un grand frère qui se trouve... Alors, c'est un état de choses qu'il faut revoir carrément au niveau de la presse togolaise. Parce que quoi qu'on dise, moi je l'ai dit la dernière fois, par rapport au cas de M. Menem Menweze, on nous demande pourquoi la presse togolaise ne parle pas d'une seule voix. Moi j'ai dit, mais on n'a pas les mêmes visions de la chose. Parce que, soit dit au Togo, on qualifie certains journalistes d'être du pouvoir et de l'opposition. Et prenant les choses dans ce cas, comment pouvons-nous parler d'une seule voix? Et c'est des choses qu'il faut revoir, parce qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. C'est ça. Ok, merci. Oui, parce que en fait, le recul, ce n'est pas le recul de professionnalisme en tant que tel.
c'est parce qu'il y a une volonté manifeste de museler la presse. Et il y a le musellement volontaire. Et puis, tout ce qui se fait, ça doit appauvrir les médias. Quand vous prenez l'aide de l'État à la presse, après comment on appelle les journées de Palimé, les états généraux de la presse de Palimé, on avait dit qu'il fallait augmenter, par exemple, l'aide de la presse à presque 900 millions. On est encore à 150 millions. Donc, par an, une presse peut s'en sortir peut-être avec 100 000, d'autres. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comme je le dis, l'économie des médias, c'est approximatif, il n'y a pas de marché publicitaire. Maintenant, les lois, il a parlé de dépénalisation. Aujourd'hui, avec certaines lois, par exemple, quand je prends le code de la presse, avec des restrictions, par exemple les médias en ligne, c'est maintenant qu'on est en train de revenir à ce qu'on appelle les médias sociaux. Maintenant, quand vous prenez la loi contre la cybercriminalité également, qui permet à ce qu'on prenne quelqu'un comme ça, ou d'autres lois qui créent des citoyens de seconde zone, qui disent, par exemple, quand vous prenez la loi organique de la HAC, son article, je crois, 69, qui dit que, je crois, bon, je n'ai pas chose en tête, mais qui dit que lorsque un citoyen lambda se sent disons, diffamé, il saisit la HAC ou l'OTM. Mais lorsque c'est disons, à partir de ce qu'on appelle les barons, il peut saisir directement le tribunal pour diffamation. Est-ce que vous voyez? Ce qui n'est pas normal, ça fait les Togolais de deux zones différentes. Maintenant, quand vous prenez le cas qui oppose Tampa Express, et à M. Charles Gaffan. M. Charles Gaffan nous a d'abord assigné à la HAC. La HAC nous a infligé une suspension de 3 mois que nous avons respectée. Et au bout, c'est-à-dire à la fin des 3 mois, il saisit encore la justice. Donc vous voyez qu'il utilise les deux moyens qui sont à sa disposition. On va revenir un jour, rien que vous parlez de la presse et de nous-mêmes. Non, ça serait très intéressant parce que... Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, ce sont ces 2 sujets, je l'ai dit, c'est le 2 scrutins, et puis la campagne, et après la nouvelle réforme qu'on est en train d'introduire. Alors, parlons maintenant de la campagne électorale qui est en sa 2e semaine, bientôt on va entrer dans sa 2e semaine. Oui, quel regard portez-vous sur l'ambiance sur le terrain, comment ça se passe? Moi, je suis actuellement à Lomé. Et depuis que ça a commencé, je ne suis pas tellement sûr qu'il y a des élections à Lomé. L'engouement que ça doit donner, ce n'est pas du tout cela. Je parle en tant que journaliste. Je sais que j'ai des reporters à l'intérieur, oui, mais ce n'est pas aussi le cas comme ça doit être. Parce que je sais que le Togo traverse une période un peu difficile politiquement parlant depuis quelques semaines. Et d'ailleurs, l'institution qui doit travailler, qui doit mettre les Togolais au parfum de ce que nous vivons dans une période électorale, ne joue pratiquement pas son rôle en tant que tel. La CELI? Non, mais est-ce que c'est en pleine campagne qu'on sort les spécimens? Est-ce qu'il y a eu de sensibilisation? Est-ce qu'il y a eu un travail de pédagogie que l'institution qui est chargée d'organiser les élections, ce qu'elle doit faire normalement, est-ce que c'est ça? On ne sait pas si les Togolais iront voter avec 2 bulletins, 3 bulletins, 5 bulletins pour 2. Ça n'a jamais été le cas au Togo. Il y a des spots publicitaires qui sont faits à cet effet et qui passent sur les médias. Je crois qu'on a franchi des étapes avant d'arriver ici. Ce que moi j'ai vécu quand j'étais encore plus jeune que ça, c'était pas ça. La CENI avait tout son pouvoir et c'est elle qui organisait tout ce qu'il fallait. Il y avait un travail de pédagogie qui était fait en amont et tout le monde était dans l'ambiance. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la CENI qui décide? Parce que c'est elle qui organise. Des fois, on a tendance à penser que c'est le gouvernement qui se substitue à la CENI. Tout ça là, c'est de l'impréparation. Tout ça là, c'est la précipitation. Qu'est-ce qui fait qu'on précipite les choses alors que nous traversons une période extrêmement sensible de la vie de notre nation? Je ne sais pas si, effectivement, il y a des élections, il y a une campagne électorale qui se fait, parce que ça fait quelques semaines que j'ai goûté à cela dans un autre pays, l'engouement.
quand vous rentrez, vous savez qu'il y a élection. Vous savez qu'il y a élection. Mais au Togo, là, soyons sincères et disons que ce n'est pas ça. Donc, habituellement, docteur, ça commence toujours comme ça, et puis en deuxième semaine, ça prend de l'ampleur, ou bien? Oui, mais sauf que cette fois-ci, il a dit, on dirait qu'il y a une précipitation, il y a beaucoup de manquements qu'on doit reprocher à la CENI, parce que la communication n'a pas été suffisante. Et maintenant, vous voyez, quand vous voyez le temps, je ne sais pas dans quel pays, nous sommes un pays, on nous dit que nous sommes à 75% agricole, d'accord, et que c'est en début de saison pluvieuse, puisque tout le monde sait que les premières pluies, c'est à partir de mi-mars, et c'est maintenant que les paysans sont en plein pot dans l'agriculture. Donc c'est en ce moment qu'on lance une campagne électorale. Donc il y a non seulement le fait que les gens n'ont pas leur tête, n'est-ce pas, que ce soit dans les campagnes à ces élections, mais aussi les intempéries également vont jouer en défaveur. Et j'étais, vendredi dernier, moi j'étais à Takpamé, donc j'ai commencé par observer la campagne au niveau de Takpamé. Ça a démarré avec quelques caravanes, et surtout avec les gens qui ont le beurre et l'argent du beurre. Donc, et les autres, les indépendants, les petits partis, ils disent qu'ils font le porte-à-porte. Moi, je suis rentré dimanche. J'ai comme observé aussi à Lomé comment les choses se passent. C'est pas autant d'engouement que ça. C'est ce qui dit que tout ce qu'on dit que les préoccupations des Togolais sont ailleurs, c'est une réalité. Et il y a dans la tête de plusieurs personnes que ce jeu est pipé. Et sinon, est joué d'avance. Donc, et puis, vous-même, vous voyez comment est-ce que, lorsque on a fait ici le recensement électoral, comment on a mis, on a laissé beaucoup de Togolais sur le carreau qui n'ont pas été enrôlés. Encore, vous voulez qu'ils s'associent à ça? Comment vous voulez que la fête soit belle, la fête soit partagée par tous, si il y a l'apartheid d'autres Togolais n'ont pas été inscrits sur la liste électorale? Et je précise que le recensement qui a eu lieu, c'était au mois de, je crois, juin ou de 2023. La loi dit 6 mois après, il faut réviser la liste. La liste électorale. La liste électorale, parce que 6 mois après, maintenant nous tendons vers 1 an. Ça veut dire que tous les Togolais, non seulement les gens qui n'avaient pas été enrôlés, tous on a suivi le processus, qui n'ont pas été enrôlés, en plus, ceux qui ont eu la majorité dans les 8 mois, également sont sur le carreau. L'âge de voter, n'est-ce pas? L'âge de voter. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont sur le carreau. Donc, c'est une élection partielle, en quelque sorte, qu'on est en train de faire, donc, avec une partie des Togolais. Oui, ça fait quelques 4 millions d'électeurs de Togolais. Hein? Moi, je me dis mais moi, je me dis que quand vous faites l'exercice de ce dont vous venez de parler, faites un petit recul. En 2018, la C14 a demandé aux gens boycotter, n'allez pas vous faire inscrire, n'allez pas voter. Alors le taux, vous avez vu après les élections, ou bien tout juste quand elles prenaient fin, le taux de participation était la plus faible. Hein? Mais quand on a demandé aux gens d'aller se faire inscrire, vous avez vu, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez vu. Moi je dis aux gens, je m'amuse à dire aux gens, les décideurs togolais et les autorités compétentes électorales savent les vrais résultats de nos élections. Et si aujourd'hui on nous dit que on ne peut plus augmenter le nombre de jours pour permettre à ces citoyens qui ont l'âge de voter d'aller se faire enrôler, ça veut dire qu'ils savent que ceux-là appartiennent à une classe donnée. Et ayant les vrais résultats de nos élections, moi je ne suis pas surpris quand on nous dit, et là je vais un tout petit peu extrapoler, quand on nous dit que le pouvoir ne sera plus donné au peuple pour que le peuple élise son président. Ça voudrait dire qu'on sait très bien que ce n'est pas ce qu'on nous dit, la vérité des urnes. Alors, pour contrecarrer tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les choses en place. Les choses en place, c'est que tout le monde sait très bien que si ça se passe dans les normes, tout va basculer. Oui, mais de toute façon, des fois, on ne peut pas présumer. Ce qui est sûr, il y a eu 2 reports qui devaient permettre en principe, n'est-ce pas, de régulariser certaines situations que vous déplorez. Monsieur Wilson, j'ai fait
une petite analyse sur la situation politique du Togo depuis un moment. Et je me demande, lorsque j'ai appris qu'il y aura une révision de la loi fondamentale togolaise. Et quand vous prenez l'exposé des motifs, c'est dit projet de loi de révision de la Constitution. À un animateur, j'ai demandé si ceci est un projet de révision ou bien de changement de la Constitution. Ça frise l'anarque politique parce que vous êtes membre d'une commission des lois. Et quand vous jouez avec les expressions, je dis que ça choque. Ça choque parce que vous nous parlez de révision et vous changez toute la Constitution. On en reparlera tout à l'heure. Non, justement pour la base électorale, vous savez, et Tampa Express dans son numéro 41 a fait un travail vraiment intéressant sur le fichier électoral. Vous imaginez? Et le fichier électoral qui a été jugé suffisamment fiable par l'OIF nous dit qu'on a 51,5% je crois inscrits. 51,93%. Dans un pays où on dit 48,5% ont moins de 18 ans. Je ne sais pas si vous voyez. On dit 48,5% ont moins de 18 ans. Et on dit la population qui va voter à 51,93%. C'est pas normal. Est-ce que vous voyez? Quelques matchs d'erreur. Hein? Mais non, mais il y a beaucoup d'erreurs. Et donc, quand vous voyez, hein, nous voyons que même la base disponible, c'est-à-dire que 51,5% qui est disponible, qui peut être recensé, c'est 51,5% comporte les hors-la-loi. D'accord? Comment vous l'appelez? Et les gens qui n'ont pas l'âge de voter. Et en plus, on vous dit qu'il y a beaucoup de Togolais qui sont sur les carreaux. Donc, on ne peut pas avoir 51,93% des 8 millions de Togolais. C'est impossible. Donc, c'est une base fausse. Donc, sur cette base, s'ils veulent refaire une révision électorale pour inscrire encore de nouveau, on risque d'aller à 53 ou 54%, ce qui n'est pas vérifiable sur toute la chaîne, puisque nous sommes allés même jusqu'à prendre le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina et autres, pour constater qu'on n'a jamais franchi le cap de 42% pour la population en âge de voter sur choses. Voilà. Des incohérences que malheureusement l'Union européenne également nous aide à certifier. Alors, au-delà, les principaux thèmes de cette campagne, quoi qu'on dise, les chansons en campagne, il y a les affiches publicitaires, il y a les partis politiques, il y a les candidats qui prennent d'assaut nos localités. J'ai écouté certains acteurs politiques dire qu'on leur a reproché le fait qu'en 2018, ils étaient absents de la compétition, ce qui a permis aujourd'hui à l'Assemblée nationale, excusez-moi d'utiliser cette expression, de foutre le bordel. Excusez-moi de le dire ainsi. Et donc, pris comme tel, les gens sont lancés dans la campagne, malin, bon an. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Je ne sais pas trop. Parce que, comme je viens de le dire, moi je suis resté à Lomé, je vois, il n'y a pas d'engouement. Je sais que j'ai 2-3 reporters à l'intérieur, mais ce qu'on me dit par rapport à ça, ça ne donne pas. Parce que le Togolais, quoi qu'on dise aujourd'hui, n'a pas le cœur pour les élections. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont fatigués de la chose politique? Ce n'est pas qu'ils sont fatigués, mais c'est la manière dont les choses se font. Parce que si les gens n'ont pas des idées noires derrière la tête, tout doit se faire dans les normes. Je dis, il y a l'impréparation et puis une précipitation. Qu'est-ce qui urge aujourd'hui pour qu'on ne s'asseye pas avec, ou bien qu'on n'arrive pas à constituer une constituante pour donner au moins des chances, parler avec les acteurs politiques de la société civile, les acteurs politiques s'asseoir, et puis définir un certain nombre de bases, repartir sur ces bases-là. Certains m'avaient proposé même qu'on reporte carrément sur l'année prochaine. Oui, mais moi je demande qu'est-ce qu'il urge comme ça pour qu'on
qu'on n'arrive pas à préparer les élections pour donner, parce que, vous savez... Il y a les délais légaux constitutionnels en réalité. Hein. Je précise. Oui, mais quand vous me parlez de derniers légaux, moi ça me fait sourire, parce que quand moi j'ai jeté un coup d'œil sur l'article 52 de la Constitution du Togo qui demande à ce que 30 jours avant le délai des députés que les élections se fassent. Mais pourquoi les élections n'ont pas eu? C'est pas une première. Hein. Non, mais, oui, mais ce n'est pas parce que nous devons partir sur des bases anormales pour continuer à faire des gaffes. Je demande, si les députés se disent des gens qui ont reçu mandat d'un peuple, le bon sens voudrait que si vous tirez la légitimité de ce peuple-là, de dire au peuple, mais on a eu un problème. Est-ce que vous savez les raisons qui militent en faveur de ce qu'on n'a pas pu organiser les élections constitutionnellement parlant? Non, on n'en parle pas. Mais le pire, c'est que ceux qui sont en fin de mandat, qui constitutionnellement parlant ne sont plus en fonction, ce sont eux qui font la loi aujourd'hui. Mais c'est en cela qu'on dit que le Togo est un État atypique. C'est cela. Mais ça blesse des fois. Alors, pour vous, vous pensez qu'on pouvait encore reporter ou bien le faire dans le temps, dans le délai réglementaire? Vous savez, nous sommes des gens qui ont toujours proposé, ça fait des années, que nous proposons qu'on puisse faire regrouper les élections pour en faire des élections générales. Et même pour, depuis que les choses ont commencé, nous avons dit, autant renvoyer ces élections vers 2025 et que ça soit des élections présidentielles choses et que on puisse avoir véritablement une bonne élection avec, bien sûr, disons, une synergie des moyens et économiser. D'accord? Nous, notre économie, ce n'est pas dire qu'on ne va plus aux élections présidentielles, mais qu'on puisse vraiment regrouper, tout coupler. Voilà. Donc, il y a ça déjà que les gens ont faussé, ils avancent pour ce que nous ne savons pas et encore. Dans le fait de couper les deux élections, ce n'est pas mauvais en soi. Hein? Qu'il y a les législatives régionales en même temps, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. On le fait partout. C'est pas les Togolais qui sont non, on le fait partout. Il y a des populations qui sont moins analphabètes en termes de connaissances que le Togo. À condition qu'il faut former les lecteurs, parce que vous l'avez dit jusque-là. La pédagogie. Oui. Justement, c'est l'affolement que nous déplorons. Voilà, donc... Moi, j'ai vu qu'il va y avoir 2 bulletins, hein, on en a montré. Il y a un pour les législatives et un pour les régionales. C'est dans notre imagination. Mais est-ce que les électeurs seront accompagnés dans les urnes, dans les isoloirs, oui. Mais et ceux qui sont analphabètes, comment arriverons-nous à leur dire... Parce que c'est le bulletin pour les régionales, ça c'est le bulletin pour les législatives. Je sais qu'en amont, normalement, quand il y a ces genres de joutes électorales, les spécimens sortent avant l'ouverture de la campagne pour permettre aux acteurs politiques, lorsqu'ils seront sur le terrain, de faire la pédagogie. Mais là, les choses ont commencé avant que les spécimens ne soient lancés. Et c'est dans cette période-là que les députés sortants vont se regrouper encore pour... Mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Vous avez parlé des discours de campagne. Bon, visiblement, il n'y a pas de discours de campagne. Les gens ont fait, si nous sommes unis, nous devenons forts. Je ne sais pas si ça, c'est un programme de société. Mais là, de l'autre côté, et ce que moi, j'ai encore trouvé quand j'étais à Takpamé, mais il y a des candidats qui passent l'information que vous voyez, ceux-là qui viennent se présenter aujourd'hui, de les élire, que c'est eux qui sont en train de détruire le Togo avec une nouvelle constitution. Donnez-nous la voie d'aller barrer ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un bâton que le système en place a donné. Et puis, il y a aussi des gens qui utilisent les dernières choses qui sont arrivées. Par exemple, AMU et affaire d'AMU, où assurance maladie, où c'est carrément une diminution de salaire du travailleur togolais, même des retraités, et qui sont touchés. Bon, vraiment, le pouvoir même, toutes les inondations, choses, et les bassins de rétention qui tombent déjà, choses. Donc, le pouvoir même a donné une période, voilà, propice, et donner les bâtons par lesquels, n'est-ce pas, on va le frapper. Et mais, comme on l'a dit, vous prenez un découpage électoral qui est abracadabresque, donc qui ne répond pas avec une partie du Togo. On vous dit qu'il y a état d'urgence. Voilà, et puis les élections, ce n'est pas les 15 jours de campagne. Les élections, ça se prépare depuis
Mais vous voyez que des gens ont été empêchés pendant des mois, même la société civile, de faire des réunions, d'avoir accès à des zones. Donc, on n'est pas en train de faire une élection. Quand nous prenons ce que d'autres sont ambassés, qui ne sont pas sur les listes électorales, donc même qui n'ont pas eu le droit même d'être candidat. Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pouvez pas être candidat. Alors que ce n'est pas de leur volonté qu'ils n'ont pas été, parce que le recensement a commencé dans la première zone avec des difficultés, manque de matériel et choses, et subitement c'est en montant dans le pays qu'on retrouve disons une certaine ferveur de choses, et que les gens ont été inscrits jusqu'au même aux enfants. Donc en tant que la CENI même a dit avoir à dire. Donc quand vous voyez toutes ces anomalies, c'est que comme il a dit, les gens ont préparé leurs élections, et seuls eux maîtrisent les contours des résultats qui seront donnés. C'est ça. Rencontre les nouveau numéro, nous parlons de deux sujets majeurs, la campagne électorale pour les législatives régionales du 29 avril prochain et la nouvelle réforme constitutionnelle en cours de téléchargement. Je reçois deux confrères pour en débattre. Dr Napou Oura, directeur de publication de Tampa Espèce, et Ildefonse Akwaki de Gazette du Togo. Parlons justement de ce sujet qui divise et qui déchire, la nouvelle réforme électorale. Alors, on a vu, pendant presque un mois maintenant, nos médias sont pris d'assaut par les gens du régime pour faire ce qu'on appelle le service après-vente en termes commerciaux d'entreprise, c'est-à-dire expliquer maintenant le texte, et puis l'opposition vend debout contre cette nouvelle réforme. Défense. Oui, mais vous savez, en tant que citoyen togolais, je suis très malheureux. Cette situation me rend vraiment malade parce que je ne comprends pas. Je n'ai pas assisté à la Première République, comment l'adoption de la Constitution... Comment elle est née, oui. Ouais, mais j'ai pu interroger l'histoire. De la Première République à la 4e, nous sommes. Je crois que les Togolais ont été soumis à l'exercice référendaire. Quand il faut parler de la loi fondamentale. On peut beau critiquer Feu le général et Adema, mais je crois qu'en 92, il a dit, c'est au peuple qu'appartient la souveraineté, donc il a demandé d'aller consulter le peuple. J'ai pu faire une analyse depuis le 5 février 2005, où quand les gens ont pris l'habitude de faire du pouvoir politique, un pouvoir à vie, que ça commençait par tanguer un tout petit peu. J'ai vu tout ce qui s'est passé le 5 février 2005, suite au décès du général Eyadema, la vacance du pouvoir telle que prévue par la Constitution en son article 65. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Mais je retiens quelque chose. La vacance du pouvoir qui doit être dite par la Cour constitutionnelle n'a pas été le cas. Là, nous parlons de la Constitution, de la loi fondamentale togolaise. C'est l'armée qui a remis le pouvoir à M. Faure. Quelques années plus tard, en 2019, quand M. Faure entamait son deuxième mandat, il y a eu un projet de révision de la loi. C'est là où on a sauté le verrou de la limitation des mandats. Et cette histoire de en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats a permis de voir que des praticiens de droit sont tombés dans le ridicule. Parce qu'on nous a dit une loi fondamentale est d'application immédiate. On l'a flanqué à M. Gilchrist en 2023. Mais là, on nous a dit qu'une loi fondamentale est rétroactive. On a crié, mais c'est parce que vous nous avez appris, quand nous avons abordé l'introduction à l'étude du droit, une loi, non. Mais on a vu des juristes qui ont défendu ça. Au terme de son énième mandat où il devait partir, on fait introduire un projet de loi. Et j'ai fait allusion tout à l'heure au titre de l'exposé des motifs en disant que il ne s'agit pas d'une révision. Il s'agit d'un changement. On a changé la République, mais on nous a menti en mettant les hommes de droit. On est en train de changer. C'est pas encore changé. C'est pas encore changé parce que le chef de l'État n'a pas encore promulgué. C'est ça. Bon, maintenant, on a mis la charrue devant les bœufs. C'est ça. Ah ouais. Est-ce que ça a été le cas? Moi, je ne suis pas contre la manière dont les choses veulent être faites. Mais un État, c'est les lois. Mais quand on dit que le chef de l'État est le garant du respect de la Constitution, les clauses, les textes,
et que c'est à lui, ou bien c'est lui qui demande à une législature qui est en fin de mandat d'aller relire la loi. Pendant tout ce temps, on organise une élection pour les changer. Moi, je ne comprends pas. C'est ça, oui, oui. Non, mais moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi un peu. Oui, ben, donc il y a un certain nombre de députés qui ont introduit la loi. Qui sont en termes de mandat? Oui, en termes de mandat, on a dit que ce n'est pas la première fois, tant qu'on n'a pas encore élu leurs remplaçants qui ont pris fonction. C'est tout à fait normal. On poursuit les gens qui ont détourné ici, le lendemain ils sont nommés à des postes supérieurs, ils continuent pas à détourner. Donc c'est la même chose. Et ça, c'est une spécificité togolaise. Oui. Non, c'est sérieux. Vous avez quelqu'un que tout le monde, que même la presse crie, voilà, les casseroles de la personne, demain c'est la personne qui est nommée à un poste supérieur. Donc c'est ce qu'on est en train de nous dire. Parce qu'il y a eu des vols il y a quelques années et que les voleurs n'ont pas été arrêtés. On dit, bon, ils n'ont qu'à continuer de voler. Et on applaudit. Non, quand on se donne la loi, il faut les respecter. Parce que ce qui est en train de se passer, les gens, comme on le dit, les juristes sont là pour interpréter ce qu'ils sont en train de faire. Mais d'université constitutionnaliste. Hein? Oui, mais qui ne colle pas. Qui ne colle pratiquement pas. Et l'opinion est là. Quand vous sillonnez l'opinion, ce n'est pas la préoccupation des Togolais. On a appris que les députés sont encore rappelés pour une relecture qui avait été demandée, que le chef de l'État avait demandé. Nous avons dit, quand le chef de l'État avait retourné le test, qu'il vaut mieux que ça reste là. Parce que ce que je vais vous dire, que nous trouvons un peu absurde, pas seulement pour le fait que c'est les députés sortants qui sont en train de voter cette loi. Mais je dis, si par exemple, d'ici lundi, les députés arrivaient à revoter cette loi, bien sûr, beaucoup sont partis en campagne. Bon, peut-être vont voter par procuration. Non, mais puisque c'est ce qui, semble-t-il, avait été fait. C'est légal, la procuration. Ok, il faut que la procuration soit authentifiée aussi. Bon, bref, si ils arrivaient d'ici lundi à le faire et que le chef de l'État promulgue avant le 29, je dis, Faure Gnassingbé, en tant que président de la République, devient quoi? Est-ce qu'il est Premier ministre ou bien président du Conseil, ou est-ce qu'il est président de la République? Non, dans ce cas de figure, il est demain toujours président. Ne faites pas comme les gens de droit, parce que... non, ne faites pas comme les professeurs de droit. Regarde, aujourd'hui, il est président de la République, élu au suffrage universel. Et son mandat court jusqu'en 2025. En 2025. On vote une nouvelle constitution qu'il promulgue. Oui. Il devient quoi alors? Il devient quoi? Est-ce qu'il est toujours président de la République jusqu'en 2025 ou bien il cesse, il devient président du Conseil ou président de la République? Je rappelle que ce que nous avions entendu dans cette constitution de la 5e République est que après les élections législatives et régionales, on doit nommer quoi? Les sénateurs. Les sénateurs des gens qui sortiront de l'élection régionale. Et qui va les nommer? Celui qui va les nommer, c'est le chef de l'État. Non, celui qui nomme le président du Conseil, c'est qui? Et celui qui nomme les sénateurs, c'est le président du Conseil qui nomme une partie regroupée qui vont nommer le président de la République. Est-ce qu'il a qualité en ce moment pour devenir président du Conseil automatiquement et nommer celui qui va, ceux qui vont élire le président de la République? Et en retour, c'est le président de la République élu par les chambres sénateurs russes qui maintenant nomme le président de la République. Est-ce qu'il est sûr que lui là va le nommer? Je ne sais pas si vous voyez. Ça, il se pose des problèmes parce que on dit bien que notre constitution de la 4e République n'a pas prévu le changement de constitution. Elle a prévu la révision
Et la révision, ce n'est pas le changement. Le changement ne s'opère qu'en cas de trouble. Par exemple, quelqu'un qui fait par exemple un coup d'État, il remet à plat l'ancienne constitution et on met en place une nouvelle constitution qui va élire, qui va procéder à la désignation des dirigeants. Une transition. On ne sont pas en période de transition. Qui va transformer aujourd'hui le pouvoir de fort qui est là jusqu'en 2025? Un conseil de transition. Parce que dans sa qualité actuelle, on ne sait pas comment, par quelle alchimie, il va devenir soit président du conseil pour composer le Sénat, pour que le Sénat maintenant élise le président de la République, et ce président de la République de la 5e République va nommer le président du conseil. Est-ce que même c'est raisonnable s'il devenait président du conseil? Oui. Non, mais tout cela, on ne connaît pas encore l'issue. La preuve, on ne connaît pas le test. On ne connaît pas le test de la 5e République. Pour, n'est-ce pas, anticiper, voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais moi, la grande question, c'est quoi l'urgence de l'organisation de... Ah ben justement. Vous y tenez cela. Hein? Non, mais c'est quoi l'urgence? Vous rien de presser. Non, mais c'est quoi l'urgence? Si tant est qu'on veut bien faire les choses. Parce que tel que... monsieur, le schéma qu'il a décrit... Moi, je ne l'ai jamais pensé. Je ne l'ai jamais pensé. Et c'est l'occasion de dire à nos intellectuels, surtout ces juristes qui défendent ça là, d'arrêter. Vous savez, j'ai gardé deux images sombres dans ma tête. Que lorsque cette affaire-là a commencé, je n'hésite pas d'en parler. J'ai suivi 2 procès au Togo. Et ce sont ces 2 procès-là qui ont fait que je n'assistais plus au procès au Togo. Le procès à Boïbo. Et dans le collège de son conseil, il y avait un jeune avocat qui le défendait. C'était le juge Petchelibia qui était le président de séance. Et quand il a plaidé à un moment donné, le juge disait versez tout au fond. Versez tout. Même les exceptions sont versées au fond. Alors le jeune avocat, il était devant le président, il dit monsieur le président, et pourtant ce n'est pas ce que vous m'avez appris. Oui. Ça m'a fait chaud au cœur. Et quand il revenait du prétoire, il pleurait. J'ai vu. Ça, c'était le procès à Boïbo. J'ai vu le procès Claude Améganvi. C'était la même chose. Et quand ça a commencé, et j'ai vu même défiler sur ce plateau des juristes qui défendaient ça, j'ai dit vraiment, si le Togo va mal, c'est à cause des intellectuels. Parce que vous ne pouvez pas, en tant que professeur, en tant qu'enseignant, enseigner quelque chose aux étudiants et dans la pratique, vous faites le contraire. Vous détruisez la République. Monsieur Wilson, notre République est en danger à cause des intellectuels. Il faut avoir le courage de le dire. Tel qu'il vient de le dire, moi je ne l'ai jamais abordé sur cet angle-là. C'est pourquoi, puisque nous sommes des leaders d'opinion, lançons un cri au chef de l'État. Moi je l'ai toujours fait. Il faudrait que lui qui a la manette, qu'il retire purement et simplement ce projet-là, que les élections passent, qu'on donne la parole au peuple pour que le peuple tranche. Je crois que ça serait bien. Ça. Non, même si les élections passent, vous dites qu'à l'issue des élections, la formation de l'Assemblée nationale, vous parlez d'un thème de majorité, de minorité. Je vais vous donner un schéma. Le Togo a eu une élection législative en 2007. D'accord? Vous savez que le parti RPT, je prends RPT Unir, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus les dissocier, puisque le chef de l'État même a la nostalgie. Il a eu la nostalgie du passé. C'est pas un péché. Oui, c'est bon. C'est pourquoi au moment où il était en train de dissoudre le RPT, on disait non, laissez créer des courants au sein du RPT. C'était ça même l'objet des rénovateurs. D'Aoukou Pérépé à son âme, mais Agboyom également à leur âme. Donc, au sortir des élections législatives de 2007, je crois que l'Assemblée était déjà à 91 députés. Il y avait 50 députés RPT, 27 députés UFC et 4 députés CAR. 2007 ou 94? 1994, puisque c'était le CAR et l'UTD qui avait... Non, c'est pas 94, 2007. Ah bon? 2007 aussi. Oui, 2007, l'UFC. 27. Ah oui. Et je vous dis,
Sur les 50 députés RPT, il y avait les pro-Pacha qui étaient 30. Forêt président, donc il a 20. D'accord? Pacha a 30. Qui pouvait, avec des votes de défiance à l'Assemblée, défier son frère. Si vous vous souvenez, lorsqu'il fallait, je dis, lorsqu'il fallait voter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avait tapé, à base de faux, je le regarde encore, paix à son âme, avait validé le vote au bulletin secret. Lorsque on a demandé une suspension de séance, ils sont revenus et ils disent vote à la main levée. Parce que le vote au bulletin secret ne garantissait pas la majorité à Fort Gnassingbé. C'est ça. Chemin faisant, nous voyons tout ce qui est autour du parti, et les dissidences, et les familles qui s'éclatent. Il ne faut pas le voiler. On l'a souvent voilé, mais c'est faux. Vous voyez même les élections qui sont en train de se passer. Il y a des partis, des dissidents du RPT, sinon de unir, hein, dans beaucoup de contrées, mais qui ont la majorité, qui visiblement sont des gens de terrain qui travaillaient depuis des années. Et donc après on a parachuté, bon, vous savez, quelques autorités pour dire ceux qui doivent être tête de liste, donc il y en a qui sont de... Donc on peut se retrouver avec une Assemblée nationale, quand bien même on est en train de fuir l'élection suffrage universelle, mais on peut se retrouver devant une Assemblée nationale unie, mais lorsqu'il faut aller au vote au bulletin secret, que ça soit décevant pour... voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, il ne faut pas que les gens veuillent cacher le soleil avec la main, ça ne se passera pas. Il faut revenir à la raison. Reprendre les tests de 94. Si vous voulez enlever l'imitation de mandat, négocier avec vos opposants, s'ils acceptent, mais changer de régime, ça va porter un coup dur au Togo parce que nous allons rentrer en crise. Quand je dis nous allons rentrer dans les crises, tous les tests de la République, il faut les revoir. Toutes les institutions de la République. En fonction de la nouvelle réforme. En fonction de la nouvelle réforme. Ça veut dire que nous allons passer 2 ans, 3 ans, en faisant des réformes, et on n'aura rien. On n'aura rien comme moyen, même comme la tête là, posée pour faire le développement du pays, pour travailler pour les citoyens. Donc on demeurera toujours dans les crises politiques, parce que depuis 2005, on n'a jamais eu un temps pour le développement. Je demandais à quelqu'un la dernière fois, est-ce que vous connaissez le code de la santé du Togo? Mais combien de fois la constitution n'a pas été révisée? Révisée. Combien de fois le code de la presse et de la communication, la loi organique de la HAC, et quoi, code électoral. Mais le code de la santé, le code de l'éducation, c'est où? On n'a rien. Mais revenons à la chaîne, laissons la politique. Revenons à le Togo a besoin de décoller, d'avoir des programmes. On nous a parlé de PND qui est passé avec tous ces concepts, SCAP, jusqu'au moment où même on est à la feuille de route. Peut-être aussitôt après les élections, on va prendre la feuille de l'autoroute. C'est ahurissant. Quand on est là, on voit, des fois, vous prenez toute une, vous ne dormez pas. Vous n'avez rien à y gagner, vous êtes là à réfléchir. Où est-ce que les gens là nous amènent? Comment ils pensent? Et puis moi, ce que je dis, voilà sa faiblesse. Oui, ça fait 30 ans, il faut essayer autre chose. Hein? Quoi? Ça fait 30 ans. Hein? Vous êtes pédagogue? Ça ne se fait pas comme ça. Si vous voulez me vendre un produit, vous me vantez la qualité du produit. On n'a pas fait le bilan du régime présidentiel ou semi-présidentiel. Vous n'êtes pas arrivé en amont à nous dire nous changeons de régime parce que ce régime-là, voilà ses faiblesses. Voilà. Vous n'avez pas fait tout ça. Et vous mettez la charrue devant les bœufs. On vous dit calme. Mais vous ne voulez pas le faire. Ce que moi je ne comprends pas encore, c'est que je ne vois pas ce qui presse, je ne vois pas ce qui pousse. Tout le monde dit, même les évêques ont parlé. Mais ça n'a rien donné. Je me demande, tel que vous venez de le dire, est-ce qu'ils ont pensé à tout cela ce scénario, oui. Avant
Sûrement, Sûrement. Oui. Et ça va donner quoi? Sûrement. Non, mais ça va donner quoi? Parce que- Ça va donner une république hors la loi? Non, pas forcément. Parce Oui, que- mais puisque, vous savez ce que moi j'ai retenu depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, les faiseurs de loi, nos législateurs sont les premiers à violer la loi. C'est ça. Parce que déjà en 2005, tout le scénario de cette nuit-là, où l'article 144 alinéa 2 demandait à ce que pendant la vacance du pouvoir, qu'on ne touche pas à la Constitution, on l'a fait. On a fait de quelqu'un qui n'est pas député, on a ramené à l'Assemblée, on a fait ça. Je préfère à l'anarchie, la paix à l'anarchie, avait dit quelqu'un. Oui, mais vous voyez, aujourd'hui, c'est encore les députés qui sont à la base de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, très rapidement, il y a eu cette mission de la CEDEAO qui avait deux missions. Le 15 avril, la CEDEAO est venue en mission d'exploration, je ne sais pas, il y avait un thème qui a été imploré. Et puis après, on a changé le titre de la mission. Alors, quelqu'un peut faire la CEDEAO dans cette situation? Non, vous savez que dans la tête du citoyen togolais, la CEDEAO est toujours en affaire. Heureusement que cette fois-ci, ils n'ont pas envoyé des gens qu'on connaissait pour crier déjà dessus. Mais bon, voilà, chacun crée son business dans son coin. Et ils sont arrivés, les choses sont là. Soit ce qui est en train de se passer, c'est un plan d'envergure que, bon, comme le laboratoire, c'est souvent le Togo. Donc l'expérimentation est en marche, donc ils sont venus comme au Togo, les populations sont calmes. Donc ils ont venu, ils ont constaté, ils retourneront avec peut-être les poches pleines. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont. La délégation a rencontré les parties prenantes, il a rencontré une partie de l'opposition aussi. Oui, mais de rencontrer. Ils sont venus plusieurs fois ici, même en 2017, quand tous ils sont venus, c'est eux plutôt qui ont calmé ou bien qui ont tendu les pièges à l'opposition qui est tombée là-dedans, les pieds liés. Donc, aujourd'hui, cette CEDEAO n'a plus rien pour les peuples. C'est la CEDEAO des syndicats de chefs de l'État. Donc, ils sont en mission pour dire, bon, ok, ça va, et comme on le dit, ces voyages, c'est pas des voyages gratuits. Oui, gratuit. Donc, c'est de l'argent qu'on doit prendre peut-être pour renforcer le plateau technique de l'hôpital de Bassa. Les gens vont partir avec. Non, c'est ce que nous pouvons payer comme ça. Parce que quand vous prenez toute cette construction, vous allez voir tout derrière, tout ce qu'on va dépenser pour tout ça et qui peut-être ne donnera rien. Parce qu'il y a beaucoup de couacs dans la chose. Et donc, c'est décevant que nous passions le temps à penser à nous et non à penser au pays. Ils défoncent la CEDEAO dans nos murs. Vous savez que moi, j'ai une autre idée de la CEDEAO, surtout que quand les coups d'État militaires ont repris de plus belle, surtout dans la sous-région, j'ai une autre image de la CEDEAO. Parce que il y a un ancien président qui disait que si vous évitez les coups d'État militaires, alors faites tout pour qu'il n'y ait pas de coup d'État constitutionnel. Ça, c'est le Libérien qui l'a dit. Quand il y a eu le coup d'État militaire au Niger, il a dit, mais c'est la conséquence de ce que la CEDEAO ne se prononce pas quand il y a coup d'État constitutionnel. Parce que ce sont ces coups d'État-là qui balisent la voie à certains potentats de capter le pouvoir et de dire on ne relâche pas. Donc aujourd'hui, même la CEDEAO, elle est faible. Sa faiblesse, c'est la sortie de ces trois États-là. Oui, les pays de la West. J'ai eu entendre, je ne sais pas si c'est vrai, que le premier envoyé de la CEDEAO est malien. Et j'ai posé la question de savoir si le Mali adhère encore à la CEDEAO. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils ont changé. Il y a leurs fonctionnaires en fonction qui ne sont pas encore... Je ne sais pas. Voilà. Mais comme le confrère vient de le dire, en 2017, la CEDEAO s'est prononcée. Déjà en 2005, on a vu ce que la CEDEAO posait comme acte au Togo. En 2017, elle a trompé les opposants. Et aujourd'hui... Vous m'avez fait ça 2 fois. Vous pensez que je peux avoir confiance en vous? Non, mais vous reconnaissez que quand même que la CEDEAO en 2005, avec la pression internationale, c'est ça qui avait permis premièrement à Faure Gnassingbé de démissionner.
Et à l'époque, je crois avec que... Alpha Marconare. Voilà, c'était Ouad qui disait aux jeunes candidats, prétendants, que vous avez l'argent, vous avez l'armée, ouais. Allez plus revenir et gagner. Donc, c'est ça qui se passe. Et malheureusement, son fils Ouad, il a l'argent, mais il n'a pas l'armée. C'est parce que les institutions sont fortes au Sénégal. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Ouais. Alors, tout à l'heure, Ildefonse critiquait la classe intellectuelle, surtout les profs d'université, mais il y a quand même cinquantaine parmi eux qui ont signé une pétition. De professeurs d'université quand même, hein, qui ont réagi à propos de la nouvelle réforme. Oui, je leur dis chapeau parce que ça voudrait dire courageux, que, hein, parce que ça veut dire que ça voudrait dire que dans la bergerie, il n'y a pas que... Vous savez ce que j'ai voulu dire? Et je crois bien que ceux qui ont signé ce document-là, sous réserve, je suis sûr qu'il y aura des pressions qui seront faites sur certains pour avoir vu leur nom et leur signature. Je n'ai pas encore l'information, mais connaissant le Togo et certaines réalités togolaises, on peut te convoquer ou bien t'adresser un courrier et te dire on a vu ta signature en bas de ça. Voilà ce qui t'attend. Mais non, ce qui est sûr... On a évolué, on a dépassé... Non, vous savez, il a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a plu. Le RPT... On ne peut pas nous dire que ce n'est pas unir. Moi, je l'ai toujours dit. Les mêmes hommes, les mêmes méthodes, les mêmes techniques. Ça a été toujours la même chose. On n'a rien changé. Et les méthodes sont restées les mêmes. Donc, vous serez surpris un jour. Non, même au-delà des enseignants universitaires, bien sûr, il y a des retraités, il y a également des gens en fonction. Parce qu'il y a les gens ont voulu croire qu'il n'y a que des retraités. Il y a également des gens en fonction qui ont signé. C'est vraiment un courage. Il y a une majorité silencieuse qui est là. Donc, comme on le dit, mais il faut penser également à celui qui a eu l'audace, comme Djeritama, de dire que non, nous ne sommes pas pour. Et clairement, il a prononcé. Et c'est un homme d'affaires. Il peut se retrouver demain avec zéro. Attendez, s'il n'a pas le quitus fiscal, s'il n'a pas le quitus social pour soumissionner à des biens, pour renouveler ses contrats, c'est fini. Vous voyez, donc c'est comme ça que pratiquement l'opposition, des gens ont été ruinés. Ils sont devenus... C'est pas la même chose en Côte d'Ivoire, au Sénégal, où les opposants ont les moyens. Ils ont les moyens d'affronter. Aujourd'hui, cette campagne électorale devait être une fête, l'offre électorale. On doit vivre des choses. Mais parce que d'autres sont pauvres. Ils ont sorti, je crois, une subvention qui n'est pas encore distribuée. La subvention, c'est en prélude. 150 millions. Vous savez, oui. C'est en amont, ce n'est pas au départ. Non, mais on doit donner cet argent avant le début de la campagne. C'est très important, même pour les médias. Il y a un arrêté qui est sorti qui vote une subvention pour les médias. C'est en amont, ce n'est pas en aval. Est-ce que vous voyez? Très bien. Oui, pour clore. Rapidement. Oui, pour clore. Le confrère a dit quelque chose de très profond que moi j'ai vécu, parce que je sais que les gens taxent les opposants, bon, entre guillemets, ceux qu'on appelle opposants, et les personnes engagées, de ce qu'ils ne font rien pour le Togo. Pays. Moi, je connais de jeunes médecins qui sont membres du Synfot, qui avaient une clinique à Djidjolé. Vous savez ce qui leur est arrivé? Un redressement fiscal de 2 milliards. Ah oui? Non, c'est fermé. Non, parce que quoi? Ils sont désengagés. Si. Ils sont contre l'injustice. Je dis, même au sein du système, lorsque on vous sent un peu en retrait, éloigné, vous pouvez devenir pauvre du jour au lendemain. C'est cela. Et on peut tout. Donc ce n'est pas seulement aux opposants que ça arrive, mais c'est tous ceux qui ont tendance à se dire, écoutez, essayons de faire mieux, essayons d'améliorer. La preuve où on est d'occuper les rénovateurs. C'était un grand groupe de personnes, mais lorsqu'on les a frappés dessus, bon. Voilà Très bien, cher confrère, merci pour ces échanges en studio, et ça éclaire
Ceux qui nous suivent nous écoutent dans cette campagne électorale. Alors, Ildefonse, très rapidement, on tire vers la fin de cette émission. Si on vous demandait de proposer un schéma de sortie, de situation dans laquelle on se trouve maintenant, dans votre tête, qu'est-ce que vous auriez imaginé? Le retrait pur et simple du projet de loi. C'est ça, pour ça que vous avez interpellé le chef de l'État? Oui, mais moi je l'ai toujours interpellé. Je l'ai même interpellé sur ma page plusieurs fois. J'ai dit, mais vous êtes le père de la nation togolaise. Pour que tout se calme, là, retirez le projet de loi. Purement et simplement. Purement et simplement. Et vous verrez que les Togolais auront la paix du cœur. c'est cela. Et tout marchera, puisqu'il est le garant du respect de la Constitution et de tous les textes. Là. On applique les textes et puis tout marche. C'est ça. Ouais. Donc il faut attendre le soir du 29 avril pour voir s'il y a quelque chose à faire. Je crois qu'il doit le faire avant qu'on ne soit même au 29. 29. Le retrait du texte. Il a le pouvoir de le faire. Il peut le faire. Merci. Docteur, la même question? Non, je partage entièrement les propos de Ildefonse. Et moi, j'ajoute, et Florian Sigwe, c'est notre frère. Nous, on le connaissait avant qu'il ne devienne président. C'est peut-être parce qu'il est devenu président qu'on est loin maintenant. OK? Et ce qu'il y a, il faut voir, l'homme, ce n'est pas le pouvoir use. Laisser en dehors qu'on se lève, on peut se parer et mettre les noirs partout pour reblanchir ses cheveux et autres. Je regarde chez vous si vous en avez mis. Donc, mais le pouvoir use. Et il y a encore un mandat de 7 ans dans dans les nouvelles réformes La ramener à 6 ans. Voilà. Non. Dans les réformes, quand je dis dans les réformes de la 4e République, D'accord. il y a encore un mandat de 5 ans après février, je crois, 2025. Soit il demande aux Togolais, permettez-moi de faire ce mandat pour faire une transition, relancer le pays sur la rail pour que tous les Togolais du nord au sud, que les réfugiés rentrent. On a tellement de prisonniers. Je me demande comment est-ce que vous pouvez réussir une élection dans des conditions normales avec autant de prisonniers politiques. On le disait depuis, sortez des gens de prison. La famille, tout le monde est mélangé. Il a l'obligation de faire. Et ce n'est que sur la constitution de la 4e République. Si le fait c'est bon, les Togolais lui diront, allez faites-nous le 5e, le dernier mandat, mettez cette transition pour qu'on passe à autre chose. Sinon le pays a reculé et les autres avancent, ils sont aussi dans les constitutions semi-présidentielles. Et ce n'est pas ça qui empêche le Bénin de construire, ce n'est pas ça qui empêche la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et donc le Togo aussi a des hommes pour ça. Et il est le garant. Merci à vous, merci Ildefonse. Je rappelle que vous êtes le promoteur, le directeur du journal en ligne, La Gazette du Togo. Merci à vous, docteur Napo Koura, DP de la Tempête Express. C'est un réel plaisir. Et voilà. Ce fut un plaisir. Et nous avons partagé ici nos points de vue, qui n'engagent que nous. Ce n'est juste que des points de vue que nous avons partagés avec nos téléspectateurs dans le souci de construire le Togo, de l'améliorer. Le Togo de demain, c'est un pays qui appartient à nous tous. Nous souhaitons bonne chance à tous les partis en lice pour ces élections législatives régionales et surtout que le meilleur gagne et que les résultats qui seront sortis soient effectivement ceux sortis des urnes. C'est la fin de ce numéro de Rencontre Échange. On retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir, à très bientôt. Docteur? Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.